Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Super League. On va revoir tout ce qui s'est passé des deux rencontres de la soirée avec deux clubs romans qui étaient en lice ce soir. Ça s'est malheureusement mal passé. On va le voir plus tard dans cette soirée. À mes côtés toujours depuis le début de cette soirée, Steven Lang et Jérémy Manière. Ma première question, elle est simple. Jérémy, pour vous, l'homme de cette soirée, c'est qui ? Alors c'était difficile d'en sortir un de ces deux matchs qui n'ont pas atteint des sommets, mais je dirais peut-être Filip Stojkovic du côté du FC Sion, qui était dans les bons comme dans les moins bons coups avec, on le verra par la suite, un but, quelques occasions ratées et qui aurait vraiment pu faire pencher la balance du côté du FC Sion. Vous l'aurez compris, Steven, je viens aussi vers vous. Pour vous, l'homme de la soirée ? Alors pour moi, c'est Rieder. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Il a été efficace sur le deuxième but des Bernois. Il est à l'origine aussi du troisième but sur corner. Donc ouais, j'ai une grande prestation de la part de Rieder. Vous l'aurez compris, on parlait bien ici du match entre IB et Sion. C'était le premier match de notre soirée à 17h, dès 17h45. Et justement, on va vous rafraîchir la mémoire. Ce match opposait IB et Sion. Stéphane Amoruso nous raconte cette partie. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de surprise. C'est bel et bien Christian Constantin qui s'est assis sur le banc du FC Sion au Vangdorf afin de remplacer Paolo Tramezzani, suspendu après son expulsion contre Zurich. Et l'espoir était de mise dans les rangs sédunois après les bonnes prestations vues dernièrement contre le FCZ et contre Bâle. Mais la malchance va venir contrecarrer les plans des Valaisans. Malchance, acte 1. Touché à la cuisse, Itaitinga doit sortir sur blessure dès la 12e minute, remplacé par Giovanni Sio. Malchance, acte 2. Après un bel arrêt de Kevin Fickencher sur Kanga à la 20e, l'action va se poursuivre pour IB. Le ballon va revenir sur le côté droit sur Engamale. Et c'est le malheureux Wesley qui va dévier le centre du Camerounais dans ses propres filets. Tout semble se liguer contre les visiteurs qui ne sont pas loin d'encaisser le 2-0 4 minutes plus tard, mais Rieder ne cadre pas sa lourde frappe. Les joueurs de David Wagner sont loin d'être flamboyants, mais ce sont bien eux qui mènent à la pause. Oui, je pense qu'on a retrouvé ce qu'on a travaillé pendant la semaine. On voulait absolument améliorer notre jeu avec le ballon. On l'a fait. On a dominé le match. On a eu des moments où on n'a pas assez eu de pression sur l'adversaire, mais je pense que globalement, c'est une performance positive pour nous. Au retour des vestiaires, Sion se dit que ce Young Boys-là est quand même bon à prendre et va le prouver en égalisant à la 55e par Stojkovic, bien servi sur un long ballon de Bamert. Il devance bien ensuite la sortie de Racciopi. À ce moment-là, les Valaisans pensent peut-être avoir fait le plus dur en recollant au score. Mais les Sédunois n'ont pas le temps de retrouver leurs esprits que les Bernois reprennent une longueur d'avance grâce à Rieder et ce sur l'engagement après le 1 partout. C'est une règle pas écrite dans un livre que des premiers 5-10 minutes après avoir marqué un but, il faut être très concentré. Je pense que c'est même 30 secondes après qu'on marque le but qu'on prend le 2-1, donc c'est dommage. Sion doit ensuite attendre la 86e minute pour esquisser une réaction. Mais l'occasion valaisanne est trop timide pour inquiéter des Young Boys minimalistes, mais diablement solides. C'est finalement le revenant Metchak Elia qui va classer l'affaire en marquant le 3-1, 8 minutes après son entrée en jeu pour son premier match en 2022. Je pense qu'on avait des phases dans le match où on avait vraiment la maîtrise de jeu, ce qu'on n'a pas eu les semaines passées. Donc je pense, ouais. C'était un bon match, pas un très bon match. On a pris les 3 points et puis c'est le plus important. Ouais. Bien sûr qu'avant le match et maintenant après, c'est très spécial. C'est ma maison ici. C'est où j'ai vécu les plus beaux moments de ma carrière. Mais comme j'ai dit, pendant les 90 minutes, j'ai donné tout pour l'FC Sion. Malheureusement, on n'a pas pu faire le match qu'on voulait. Et je pense que IB, à la fin, ils ont mérité la victoire. Christian Constantin n'aura donc pas réussi un nouveau tour de force comme le 8 mars dernier, où il avait mené son club au succès contre Lausanne 3-1. Les Sédunois continuent donc de courir après un succès à Berne en championnat depuis le mois d'août 96. Loris Benito qui nous parle d'un succès mérité de Young Boys. Alors oui, mais c'est quand même frustrant ce match pour Sion.
Oui, parce qu'ils n'ont pas affronté un Young Boys qui était vraiment très transcendant. Ils n'ont pas été vraiment au-dessus. Ils ont maîtrisé le match, plus de possession. Mais Sion a montré par moments qu'ils étaient capables de bousculer cette équipe, mais trop peu pour vraiment inquiéter sur les 90 minutes les Bernois. Là, on a pris le côté Sion, prenons le côté IB. Honnêtement, pour le titre, c'est pas super rassurant ce genre de prestation aujourd'hui. Non, c'est pas rassurant bien sûr, mais IB s'est quand même imposé 3-1 face à Sion et je pense que c'était l'objectif avant le match. Mais c'est vrai qu'on sent IB un peu fébrile cette saison. Alors il y a Zurich qui est devant et peut-être que ça travaille un petit peu les têtes bernoises, hein, on ne sait pas. Mais c'est vrai que IB est à la peine un petit peu depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui au moins ils ont fait l'essentiel en reportant les 3 points. En début de ce temps additionnel, on a joué à ce petit jeu de savoir qui était l'homme de la soirée. Vous m'avez cité Rieder, l'homme du match clairement de ce IB Sion. Est-ce que ça peut devenir un futur grand du championnat de Suisse, voire plus ? Il est amené à... Il faut qu'on en profite de ce joueur-là. Je pense que d'ici 2-3 ans, lorsqu'ils auront peut-être refait une belle campagne européenne, lorsqu'il aura connu sa première cape en équipe de Suisse, c'est un joueur qui évoluera en Bundesliga ou en Première Ligue, qu'on verra dans des bons clubs. Il a le profil pour. C'est un joueur de 2002, je le rappelle, qui tire les corners, qui a des statistiques en Super League, qui a une belle patte, qui a marqué à Old Trafford, pardon. J'allais dire qu'il a marqué à Manchester United, mais c'est pas vrai. C'est plus ou moins juste, mais bref. Non, c'est un top joueur, un top talent, et puis c'est un joueur qui va jouer dans un grand championnat étranger. J'aimerais juste revenir sur un fait quand même du FC Sion. La semaine passée, on parlait de cet excès de colère, manque de roublardise contre le FC Zurich. Là, il y a quand même un manque de concentration sur ce 2-1 qui intervient directement après le 1 partout. Ça fait quand même beaucoup au bout d'un moment. La colère, maintenant la concentration. Oui, alors bon, la colère, d'un côté, j'ai pas trouvé ça non plus forcément trop impressionnant. Hein. C'est vrai que l'équipe valaisanne retrouve gentiment cette âme du Valais qui je suis pas sûr que ça soit l'âme du Valais, mais en tout cas, ils suivent leur entraîneur. C'est ce qui manquait un temps du côté du FC Sion, c'est cette âme de guerrier. Hein. Et là, par rapport à ce match-là, IB qui joue bien le coup aussi. L'engagement, ça part très vite. Il y a aussi beaucoup de qualité de la part de Kanga. Cette remise est parfaite. Rieder, on l'a dit, qui a un talent et qui fait le geste juste. Mais c'est vrai qu'on peut reprocher à cette équipe valaisanne peut-être de s'être un peu endormi les 30 secondes qui ont suivi le but. Et c'est dommage parce que c'est le tournant du match. Hein. Justement, on a revu cette action. Jérémy, vous qui étiez défenseur central, Mert, il se retrouve quasiment sur le long dégagement à 1 contre 2. C'est inconcevable. Oui, il faut assurer les transitions, il faut assurer les couvertures, il faut être plus proche, il faut resserrer les lignes. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que chacun s'est occupé de son petit espace sans forcément se soucier du deuxième ballon, sans se soucier de la remise de Kanga. Chacun a un petit peu regardé dans sa petite zone et quand ça combine bien, comme ça a été le cas sur cette action du côté de Bernois, c'est compliqué. Ouais. Vous l'aurez compris, la victoire n'a donc pas souri au premier club roman de cette soirée, en l'occurrence le FC Sion, qui s'est donc fait battre par Young Boys. 3-1. Deuxième club roman en lice, le Servette FC, qui affrontait Lugano au Coranaredo. Toujours un déplacement difficile au Tessin. On va rentrer immédiatement dans le match avec des actions pour le Servette FC en début de rencontre dans le premier quart d'heure, avec notamment un homme que l'on va beaucoup voir, c'est Bedia, qui est titularisé pour la première fois. Là, il fait juste une action de A à Z quasi parfaite. Ouais, il se l'est créé lui-même, d'abord grâce à ce duel gagné contre Reto Ziegler, où il a vraiment très très bien mis son corps en opposition, ce qui lui a permis de se retourner. Et après, il fait valoir sa qualité de course et malheureusement, sa finition n'est pas à la hauteur. Là, on a parlé de sa finition. Il y aura cette action-là également où on voit un deuxième point positif de Bedia, le côté remiseur. Oui, une nouvelle très belle remise de Bedia, mais très belle action initiée par Timothée Cogna. 1-2 avec Alex Schalk sur le côté. Et ce centre, et très belle remise de Bedia, c'est son rôle d'être ce pivot devant et il est capable de garder les ballons, de se retourner également et malheureusement Valls qui tire au-dessus. Ce sera finalement les seules occasions de cette première mi-temps pour le Servette FC, puisqu'ensuite on passe en toute fin de première mi-temps avec le FC Lugano qui sera pour la première fois, quasiment on peut le dire, à l'attaque. C'est Rueg qui va finir par s'écrouler dans les 16 mètres. Il y a une double erreur, j'ai envie de dire. Frick qui est en retard et la défense Rouillé Sasso également un peu fautive. Ouais, il y a une petite confusion. Alors, c'est des situations qui sont difficiles à négocier quand on est défenseur. Sasso, je pense qu'il veut surtout pas faire faute et puis aller tamponner Sellars, ce qui fait qu'il laisse passer le ballon. Il attend que Frick sorte plus rapidement, ce qui crée cette confusion. Et Frick est un petit peu en retard et ça fait penalty. On relèvera tout de même le très bon travail également de Rueg. Il fallait être là, il fallait réagir.
réagir. Jérémy Frick a tenté de le faire sur ce penalty. Il a plutôt bien plongé, mais c'est finalement au fond pour Tselar, le nouveau tireur de penalty, en tout cas pour ce soir. Oui, mais Tselar qui prend un risque avec ce penalty à mi-hauteur. Hein. Jérémy Frick, c'est frustrant pour lui parce qu'il la touche. Il aurait voulu se rattraper hein, de sa bévue sur le penalty. C'est dommage et oui, c'est 1-0 pour Lugano. On passe en deuxième période, début de mi-temps compliqué hein, pour les deux équipes. Hein. C'était, allez, on va pas dire en dormant, mais pas loin, avec finalement cette action que l'on a ressortie pour vous, celle de Stevanovic. C'est un coup franc. Alors voilà, dans le jeu, ça ne marchait pas. Là, c'est un coup franc quand même dangereux, Jérémy. Oui, beau coup franc. On sait que le préposé au coup franc du côté de Servette, c'est Imeri, qui était un petit peu touché aux adducteurs aujourd'hui. Il prend ses responsabilités, elle passe juste au-dessus. Dommage pour Servette. Autre opportunité, mais là aussi, ce n'est pas forcément énormément de danger sur la cage de Saipi. Ça passe quand même assez loin. C'est un tir dévissé de la part de Konya. Ouais, nouvelle frappe de Timothée Konya. Hein. On a de la peine à s'approcher des buts luganais, donc on tente sa chance de loin. Et alors, il y a une très belle action de la part d'Antunes qui donne ce ballon à Konya, qui malheureusement dévisse un peu sa frappe et ça passe à côté. On a vu Valls en première mi-temps. Là, on voit Konya. Il y avait mieux à faire sur ces tirs à 16-20 mètres. Ouais, exactement. J'allais tirer le parallèle avec la première action de Valls. On sait que Valls a quand même une qualité de frappe supérieure à celle de Konya, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment des occasions, mais c'est des situations qui sont propices à des buts. En Super League, normalement, qu'on est à 16-20 mètres avec des joueurs de cette qualité-là, ça peut faire but. En tout cas, du côté de Valls, qui est habitué à frapper plus de loin que Konya, sa frappe était dévissée. Et pareil avec Timothée Konya, qui aurait pu mieux faire sur ce coup-là. Il y a eu des tirs de loin, il y a eu des actions solitaires, on l'a vu avec Bedia, mais finalement on a peu vu Stevanovic, on a peu vu Schalke en première mi-temps, même les entrants sur les côtés n'ont pas fait forcément des différences. Il est là le problème, peu de centres dans les 16 mètres aussi côté servétien. Oui, et c'est pas que sur ce match-là, hein. C'est vrai que Stevanovic a un début d'année compliqué, et on sait que lorsque ce joueur est en méforme, c'est compliqué hein, pour les offensives servétiennes. Schalke, pareil, après on le fait jouer sur le côté gauche, c'est pas forcément un poste où il peut se mettre en évidence. On a bien aimé Bedia une nouvelle fois sur une heure de jeu parce qu'il n'a pas forcément plus dans les jambes actuellement. C'est dommage hein, parce qu'il a vraiment de la qualité, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de poids hein, offensivement à côté servétien. Je pense aussi, c'est lié un petit peu à la physionomie de la rencontre et puis au profil des joueurs en face. Je pense que Fakinetti et Ziegler, du côté gauche, a bien géré Stevanovic. Ils avaient aussi, je pense, bien étudié les qualités du joueur bosnien. Et de l'autre côté, le jeu de Servette a beaucoup plus passé par la gauche, et en l'occurrence c'est Alex Schalke qui est droitier, qui joue à gauche, qui va plutôt rentrer. C'est pour ça que c'est peut-être ça qui explique ce manque de centre où Bedia n'a quasiment jamais reçu un ballon aérien dans les 16 mètres. De manière générale, ça a donc été un match assez difficile hein, pour les Servétiens, mais ils ont eu les opportunités de revenir au score en fin de match. Il y a deux actions qui sont à remontrer. La première, c'est celle de Diallo qui s'écroule dans les 16 mètres. Il est accroché par LS Selassie. Alors, on est allé faire un petit tour sur Twitter. Hein. Les tweetos genevois crient au scandale. Et vous, Steven? Non, mais là, pour une fois, je suis d'accord avec eux. Parce que pour moi, là, il y a clairement penalty. Alors, il y a déjà un très bon ballon de Steve Rouillet. Diallo qui fait tout juste hein, ce contrôle dans la course. C'est parfait, le crochet est exceptionnel. Et ensuite, là, pour moi, il y a clairement penalty. Il y a un contact. Il y a un contact. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas siffler sur cette action. En plus, la décision a été prise vraiment très très rapidement. Hein. On n'a pas fait forcément appel à la VAR parce qu'on était sûr qu'il n'y avait pas pénalty. Donc là, oui, je comprends les tutos servétiens. Et Alain Gaillère qui est donc frustré par cela. Pour vous aussi, ça paraissait clair? Ouais, moi j'aurais aussi dit penalty. Je pense que Haile Selassie se fait prendre par le crochet. C'est pas un penalty ultra net. Par contre, pour moi, il est en retard et le pied d'appui de Diallo bute sur le pied d'Haile Selassie qui essaie de se rattraper de son duel perdu. Là, on voit quand même Haile Selassie. C'est pas un défenseur, ça se voit tout de suite là sur le mouvement quand même. Non, et c'est aussi lié au style de jeu de Lugano qui joue avec un piston. Et il est amené à défendre aussi son couloir. C'est pas forcément le poste parfait pour lui, mais c'est un nouveau dans le club et il doit le faire, ma foi. Pas de pénalty donc sur cette action, c'était celle de la 75e minute. Il y en a encore une en toute fin de partie, 90e minute exactement, avec la plus grosse opportunité de la rencontre. Cespedes sur un corner magnifique de Stevanovic. Tiens donc, il était quand même là. Poteau, au final, est vraiment de la réussite pour Saipi. Oui, alors énormément de réussite hein, pour les Luganais. Il y a ce très beau corner de Stevanovic hein, qu'on a très peu vu aujourd'hui. Et cette tête décroisée de Cespedes qui malheureusement frappe le poteau. On a dit que c'était écrit qu'aujourd'hui les Servétiens ne pouvaient pas marquer. Oui, là ça pouvait toucher une jambe, ça pouvait prendre le poteau un peu plus intérieurement, ça pouvait surprendre Saipi au dernier moment, mais non, ça voulait pas. Un gros manque de réussite parce que j'ai vraiment l'impression, si on regarde la trajectoire, lorsque Cespedes reprend le ballon, la trajectoire va elle est alignée dans le petit filet. Je crois que le rebond est un petit peu défavorable et ça fait que
que ça touche du bois, comme dirait Alain Geiger. Reto Ziegler le disait hein, dans la presse, Lugano doit refaire du Lugano, plus courir, plus en vouloir. Finalement, ça a marché ce soir. Oui, bah alors là, Lugano a fait du Lugano. Hein. Alors, solide défensivement, c'est pas très sexy, hein, mais c'est efficace. Et au final, Lugano est quand même 4e et va jouer une demi-finale de coupe. Alors, on ne va pas demander aux Luganais maintenant d'attaquer à tout va et de se montrer offensif, mais c'est efficace. Après, c'est vrai que pour nous, les téléspectateurs, c'est pas forcément séduisant ce genre de match. Mais bon, ils ont tout fait juste ce soir, ils ont pris les 3 points. Reto Ziegler est-il fier de ses gars, entre guillemets? Eh bien, on va aller l'écouter tout de suite à l'interview. Reto Ziegler, une première mi-temps qu'on a vu un peu compliquée de votre équipe et vous retrouvez avec cet avantage d'un but. Ouais, surtout, on a changé de système pendant le jeu. On a commencé avec un 3-5-2 et je pense que le 4-4-2 nous a fait du bien. On a réussi à bloquer Stevanovic, qui est quand même l'homme qui fait la différence pour Servette. En deuxième mi-temps, voilà, c'était un match assez équilibré. On a pris le dessus à la fin, mais il faut aussi dire la vérité. Ils ont eu un poteau, donc c'était un match difficile, mais ça fait du bien au moral parce qu'on vient de quelques matchs difficiles, des résultats négatifs. Donc, moi, ça fait du bien. Il faut continuer à travailler. Et puis, on a joué avec la manière, comme ça me plaît, gagner les duels, jouer l'un pour l'autre, et c'est comme ça que Lugano fait les points. Il y a encore de l'enjeu pour vous au classement. Voilà, ça va être difficile peut-être d'aller chercher les équipes au-dessus. Vous êtes plus ou moins sûr de ne pas être relégué. Comment on se motive? Je pense qu'en début de saison, l'objectif c'est de rester en Super League, mais maintenant on a dit qu'on veut regarder vers le haut. Après, c'est clair que les équipes devant sont loin, mais voilà, maintenant on veut rester. Et c'est joli aussi, ça fait du bien de regarder vers le haut. Et il faut continuer comme ça. On a encore cette chance d'être en coupe, mais c'est 2 compétitions différentes. Peut-être on a trop pensé à la coupe ces dernières semaines et on a parlé pendant la semaine justement qu'il fallait qu'on se concentre sur le championnat. Et aujourd'hui, je pense que la réponse on l'a donnée sur le terrain. Réponse donnée sur le terrain de la première à la dernière minute, puisque justement à la toute dernière minute, il y aura encore un but, le 2-0, le but du break finalement. Il est inscrit par Ali Seda, un nouveau joueur argentin de cette formation luganaise, bien servi par Haile Selassie. Ouais, très bon travail préparatoire d'Haile Selassie, un joueur que j'adore, hein, qui sent le foot, qui est beau, qui est élégant à avoir joué. C'est vraiment un joueur qui est beau à avoir joué, pardon. Je ne vais pas juger son physique. Et finalement, la conclusion d'Ali Seda, qui vient d'arriver justement, je crois que c'est la première recrue du Chicago Fire, qui finit très très bien devant Frick. Sans parler physique, Steven, les rentrées d'Haile Selassie, également d'Ali Seda, c'était clairement pour jouer les contre-attaques, finalement c'est réussi. Oui, bien sûr, 2 joueurs rapides qui prennent la profondeur. Alors Ali Seda a une entrée compliquée, hein, mais au final il est décisif et il tue le match. Hein. Il marque le 2e but et c'est ce qu'on attend d'un joueur lorsqu'il rentre en jeu, de faire la décision et d'être efficace. Donc oui, bravo au coaching luganais. Je veux juste revenir sur un point, Jérémy Frick ce soir. Alors certes, il fait cette erreur sur le penalty. Finalement, il a 2 tirs de but. C'est quand même ultra cruel pour lui également. Ouais, ça va être vraiment frustrant parce que c'est le capitaine, c'est un taulier de cette équipe. On ne peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Alors oui, il est un petit peu en retard sur ce penalty qu'il concède, mais sinon, pas grand-chose à faire. Et finalement, c'est 2-0. Retour à Genève depuis Lugano. On sait que c'est assez loin, c'est un peu chiant. Et il ne doit pas être de bonne humeur ce soir comme on le connaît. Vous savez quoi, on va tout de suite aller l'écouter puisqu'il était à l'interview au Cornaredo. Jérémy Frick avait certainement de la frustration après le match contre Lucerne. C'est un peu la même frustration ce soir? Ouais, encore pire parce que Lucerne, on va pas se mentir, on n'a pas fait un match terrible à la maison, donc le point peut-être était mérité aussi pour Lucerne. Faut aussi le laisser. Mais ouais, encore une fois, voilà, aujourd'hui on a le match, je pense, à 100% en main, et ça s'est joué sur des centimètres, et puis tous les centimètres étaient en notre défaveur aujourd'hui. Voilà, sur ce penalty qui est évitable de ma part, de ce penalty aussi où je la touche à quelques centimètres de plus, on la sort, et puis ce poteau à la fin, Dieu sait comment il ne rentre pas ce ballon. Voilà, je pense que les statistiques ne mentent pas pour Lugano cette saison. Il marque plus de buts qu'il ne se crée d'occasion, et puis aujourd'hui il l'a encore prouvé. Je pense que ce 2e but est anecdotique à la fin parce que voilà, c'était de façon perdue. On était un peu étonné de vous voir repartir en 2e mi-temps, peut-être pas aussi fort que ce que vous avez commencé le match. Il a fallu attendre la fin du match pour que vous y alliez franchement. Ouais, voilà, je pense que c'est peut-être un choc psychologique de prendre ce but juste avant la mi-temps qui fait extrêmement mal. Et puis d'un autre côté, on s'est dit ok, les chances vont venir, c'est sûr, parce que j'avais le sentiment qu'on était vraiment supérieur à Lugano. Lugano a fait beaucoup d'erreurs techniques, nous on avait la maîtrise. Mais voilà, c'est pas en gérant les matchs ou plutôt en dominant les matchs qu'on remporte les points. Et puis voilà, aujourd'hui ça nous a manqué un petit peu d'efficacité des 2 côtés, défensifs et offensifs.
Jérémy Frick déçu, voire même frustré, et on le comprend suite à cette défaite, donc 2-0 au Tessin. Il est justement temps de récapituler les résultats de cette soirée. Ce 2-0, on vient de le voir, et donc le 3-1 de Young Boys face au FC Sion. Ça s'est mal passé pour les clubs romans ce soir. On espère pour le Lausanne Sport que ça se passe mieux demain, puisqu'ils affrontent Lucerne dans un match extrêmement important. Saint-Gall-Gitze et Zurich Bâle également au programme. Au classement, on le voit, il revient gentiment sur Zurich. Ça dépendra beaucoup du match de Zurich demain. Sinon, c'est plus ou moins du statu quo. Lugano reste tranquillement à sa 4e place. Servette ne bouge pas. On en a parlé de ce Lucerne-Lausanne. C'est un match entre le dernier et l'avant-dernier. Est-ce que c'est la dernière qui sonne pour le Lausanne Sport? Oui, pour moi, clairement. Si le LS s'incline demain, je ne vois pas comment cette équipe peut se sauver. En même temps, je suis vraiment très inquiet parce que d'un côté, je vois un FC Lucerne qui joue pour gagner. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que Lausanne joue pour ne pas perdre. Et pour moi, ça fait toute la différence. On espère que Lausanne va prendre des risques, qu'on va arrêter avec cette défense à 5 et qu'on va un petit peu tenter le tout pour le tout. Parce que oui, si demain Lausanne ne gagne pas, pour moi, c'est terminé. Si on reprend vos dires, est-ce qu'on a l'impression des fois que Lausanne joue le nul? Demain, il ne faut pas jouer le nul contre Lucerne. Bien sûr que non. Non, alors je pense qu'ils faisaient référence aussi au match à Bâle où ils sont allés avec un schéma de jeu assez prudent, avec ces fameux 5 défenseurs qui parfois font... c'est un peu pénalisant de les voir commencer des matchs comme ça et puis de rester dans ce schéma quasiment 90 minutes. Non, à domicile contre Lucerne, il faut faire des points. C'est un match à 6 points. Alors c'est une expression un peu bête, mais là en l'occurrence ça l'est parce que c'est un match décisif pour la course au maintien. Il faudra faire une victoire devant son public pour pouvoir se relancer, se remettre en confiance, parce que ça va être compliqué. Lucerne est en nette progression, ils l'ont montré, et ils ont les joueurs pour faire mal. Mais à quoi on doit s'attendre même du Lausanne Sport demain? Plus de punch? Alors ça, c'est compliqué. On se demande un peu chaque week-end qu'est-ce qu'il faut pour faire des points du côté de Lausanne. Il faut ce petit déclic. Alors, qu'est-ce que c'est un déclic? C'est un but en début de match, peut-être, pour les mettre dans des bonnes conditions, pour les mettre en confiance, pour faire que les joueurs se lâchent, justement, et ne jouent pas avec le frein à main. Ça peut être ça, par exemple. Après, ça ne veut pas dire que si Lausanne est menée après 15 minutes, que le match est terminé. C'est aussi là qu'il faudra faire preuve, peut-être, de hargne et puis de caractère, ce qui a pour l'instant cruellement manqué. Je vais peut-être aller plus loin, trop loin pour certains, mais est-ce que Alain Casanova rejoue sa place déjà demain avec ces dernières rencontres très compliquées? C'est difficile. En même temps, il n'a pas un bon bilan pour l'instant, mais il vient d'arriver au club. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que le LS n'a pas encore marqué sous l'ère Casanova. En même temps, voilà, demain, il faut prendre des risques, tout simplement. Je crois qu'il faut arrêter de calculer, il faut arrêter de jouer la peur. Demain, Lausanne reçoit le FC Lucerne qui est 9e. Alors même si Lucerne va mieux, Lausanne n'a rien à perdre. Parce qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas. Et au bon moment, il faut y aller, il faut prendre des risques. C'est frustrant aussi de voir cette équipe jouer comme elle joue, parce que je suis persuadé qu'elle a quand même des joueurs qui ont de la qualité et malheureusement, ça ne se voit pas sur le terrain. Et oui, demain, il faut se lâcher parce qu'il n'y a aucune excuse. Oui, car pour le moment, c'est la 10e place, synonyme de Challenge League. Direction la Challenge League, justement, avec les 5 rencontres qui ont eu lieu hier soir à domicile. Les 3 clubs romans ont connu des fortunes diverses, entre déception, mais également coup de pouce du destin. Stéphane Amoruso revient sur les rencontres d'Yverdon et de Neuchâtel-Xamax. Yverdon peut nourrir de réels regrets. Les Nord-Vaudois avaient tout pour bien faire face à un FC Thun en grande perte de vitesse. Les pensionnaires du stade municipal menaient 2-0 à la demi-heure de jeu, grâce à des réussites de Coro Koné et de Brian Beyer. Mais les protégés d'Uli Forte ont vu les Oberlandais revenir au score. D'abord sur une magnifique frappe de Pius Dorn juste après le 2-0. Une réussite qui a relancé des Bernois moribonds jusque-là et qui ont égalisé en fin de match par Dominique Schwitzer. Neuchâtel-Xamax peut de son côté pousser un gros ouf de soulagement. Les Rouges et Noirs ont eu toutes les peines du monde à se défaire de la Lanterne Rouge Kriens. Menés 1-0 suite à l'ouverture du score de Sessolo, les Neuchâtelois ont renversé la vapeur grâce à l'inusable Raphaël Nuzzolo, auteur sur penalty de son 6e but de la saison. Niki Bellocco a lui débloqué son compteur sur le but victorieux juste avant la demi-heure. Mais les Lucernois peuvent se sentir lésés, car en fin de match, l'arbitre Tobias Thies siffle trop rapidement penalty pour Kriens, qui avait pourtant marqué sur la continuité de l'action. Un penalty qui sera finalement complètement raté par l'ancien Neuchâtelois Liridon Moulay. Xamax revient de loin.
Pour être totalement complet, au niveau roman, Stade Lausanne-Ouchy a battu Vaduz 2-0, mais suite à un léger souci technique, malheureusement, nous n'avons pas les images de cette rencontre. Sachez cependant que c'est Brighton Labo qui a inscrit un doublé. 2 autres matchs se sont joués ce vendredi avec les victoires d'Aro et de Schaffhouse, respectivement contre Ville et Winterthur. Et vous le voyez, Yverdon est la seule équipe à ne pas s'être imposée à la maison. Winterthur et Vaduz battus, c'est donc Aro qui fait l'excellente affaire de cette 23e journée. 5 points d'avance sur la suite du peloton. Les Romans sont dans le ventre mou, on va dire, mais une bonne série pourrait très bien leur permettre de se battre pour un éventuel barrage. Jérémy, Aro qui prend le large, est-ce que ça vous surprend? Ça ne me surprend pas du tout parce que ça fait quand même un certain temps qu'il travaille avec Stéphane Keller qui fait du vraiment très très bon boulot à Aro. Il a vraiment amené des idées assez modernes, un schéma de jeu, une philosophie de jeu qui est très très intéressante avec des joueurs offensifs, Roudani, Balay, Gachi qui vit un second printemps. C'est vraiment une équipe qui est plaisante à voir jouer. Il s'inspire pas mal de ce qu'il a fait un peu en Hollande. On sait qu'il a travaillé un petit peu dans le football hollandais et c'est une équipe vraiment qui est offensive et qui déploie vraiment un très très beau foot. On l'a vu au classement, le Slow, Xamax, Yverdon, un peu toutes ces équipes au même endroit du classement. Mais si vous devez citer une de ces 3 équipes pour se battre tout d'un coup pour la 2e place, c'est laquelle? Moi, je verrais bien le Stade Lausanne-Ouchy, qu'on sous-estime un petit peu encore, mais qui fait du très bon travail aussi, qui recrute généralement de très bons joueurs, qui est un super coach, qui est Méo Codro, que j'ai eu la chance de côtoyer à Servette. Le Stade Lausanne-Ouchy n'est pas loin, à 6 points de la 2e place, donc tout est encore ouvert dans cette Challenge League. C'est ouvert en Challenge League, c'est également ouvert en Super League. Demain, la journée sera primordiale dans le haut comme dans le bas du classement. Zurich-Bâle et Lausanne-Lucerne au programme. Mais n'oubliez pas non plus le Saint-Gall-Guettier qui sera dès 14h avec Alizé Lichty et ses consultants. Il est temps pour moi de vous remercier, Jérémy Manière et Steven Lang, et de vous souhaiter à vous et à vous tous une excellente soirée sur Blue Sport. Et à demain. Bye bye.